7 décembre 1941, Pearl Harbor brûle. L'Amérique entre dans la Seconde Guerre mondiale. En 6 semaines, l'armée américaine sera confrontée à une crise plus dévastatrice que n'importe quelle défaite navale. Une crise qui menace de paralyser chaque char, camion, avion et péniche de débarquement de l'arsenal américain. Le Japon a capturé 97% de l'approvisionnement mondial en caoutchouc naturel. Sans caoutchouc, la machine de guerre américaine ne peut ni se déplacer, ni voler, ni combattre. Les planificateurs militaires estiment à 18 mois le délai avant un effondrement opérationnel complet. Le compte à rebours a commencé. Ce que personne ne sait, c'est que la solution existe déjà, enfermée dans le carnet de laboratoire d'un chimiste dont les collègues se moquaient, qualifiant ses expériences de sans valeur, dont les méthodes étaient jugées stupides, dont les matériaux étaient considérés comme des déchets industriels. Le docteur Waldo Semon avait passé des années à chauffer et mélanger un plastique rigide et cassant que tous les autres chimistes avaient abandonné comme désespérés. Ses supérieurs lui disaient d'arrêter de perdre son temps. Ses pairs riaient de son obstination. Mais en 1926, Semon avait accidentellement créé quelque chose qui semblait impossible. Un matériau flexible, semblable au caoutchouc, fabriqué à partir de chlorure de polyvinyle, la substance la plus inutile de la chimie industrielle. 15 ans plus tard, cette astuce stupide sauverait l'effort de guerre allié. Voici l'histoire de la façon dont le refus d'un chimiste d'accepter l'échec, combiné à la capacité industrielle américaine, fonctionnant à des niveaux qui semblaient surhumains, a transformé une expérience ridiculisée en le programme de caoutchouc synthétique qui a permis à des millions de soldats de se déplacer, de combattre et de vaincre. C'est une histoire de chimie, de désespoir, et du moment où une innovation moquée est devenue la différence entre la victoire et la défaite. Janvier 1942. Washington. Le War Production Board tient une réunion d'urgence. Les statistiques sont catastrophiques. L'armée américaine a besoin de 600 000 tonnes de caoutchouc par an. La consommation civile ajoute 600 000 tonnes supplémentaires. La réserve stratégique de caoutchouc de l'Amérique contient exactement 70 000 tonnes, soit 6 semaines d'approvisionnement au taux de consommation en temps de guerre. Le Japon contrôle les Indes orientales néerlandaises, la Malaisie et l'Indochine française, les sources de 97% du caoutchouc naturel. Les Britanniques détiennent Ceylan, produisant les 3% restants, à peine assez pour leurs propres besoins. Chaque véhicule militaire a besoin de caoutchouc. Un seul char en utilise une demi-tonne. Un cuirassé nécessite 75 tonnes. Un bombardier a besoin d'une demi-tonne rien que pour ses pneus, tuyaux et joints. Le camion militaire moyen contient 300 composants en caoutchouc. Sans caoutchouc, les avions ne peuvent pas voler. Pneus de train d'atterrissage, joints hydrauliques, durite de carburant, isolation électrique, tout nécessite du caoutchouc. Les navires ne peuvent pas opérer. D'innombrables joints d'étanchéité et amortisseurs de vibration exigent du caoutchouc. Les soldats ne peuvent pas marcher. Les bottes ont besoin de semelles en caoutchouc. L'artillerie ne peut pas tirer. Les mécanismes de recul utilisent des tampons en caoutchouc. Le président de la Rubber Reserve Company livre l'évaluation qui fait taire la salle. « Messieurs, nous avons exactement assez de caoutchouc pour soutenir les opérations militaires jusqu'en avril. Après cela, nous serons confrontés à une paralysie stratégique complète. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre sans caoutchouc. Nous ne pouvons même pas mener cette guerre sans caoutchouc. La solution semble évidente. Produire du caoutchouc synthétique. Mais en 1942, le caoutchouc synthétique est une curiosité de laboratoire, pas une réalité industrielle. Standard Oil et E.J. Farben avaient développé un procédé utilisant du butadiène et du styrène pour créer du caoutchouc Buna S, mais la production américaine en 1941 totalisait exactement 8000 tonnes. L'armée a besoin de 600 000 tonnes par an. Augmenter la production d'un facteur 75 en quelques mois semble impossible. Le président Roosevelt signe le décret exécutif 9025 créant la Rubber Supply Agency avec un financement et une autorité illimitée. L'objectif est insensé, construire à partir de rien une industrie du caoutchouc synthétique plus grande que toute la consommation américaine d'avant-guerre, opérationnelle en 18 mois. Les analystes de Wall Street parlent de fantasmes. Les ingénieurs chimistes parlent d'impossible.
La réponse de Roosevelt devient légendaire. Les experts disaient que c'était impossible. Trouvez-moi des gens qui ne le savent pas. Ce que les experts ne savaient pas, c'est que les fondations du caoutchouc synthétique existaient déjà, enfouies dans des recherches que tout le monde avait rejetées. Et ces fondations avaient été posées par un chimiste de l'Ohio qui avait passé 15 ans à se faire ridiculiser pour avoir essayé de rendre des déchets flexibles. Waldo Lounsbury Simon est né en 1898 à Demopolis, en Alabama. Il grandit dans une pauvreté qui rendait l'université impossible. Mais Simon possédait quelque chose qui transcende la pauvreté, une curiosité obsessionnelle sur la raison pour laquelle les matériaux se comportaient comme ils le faisaient. Il obtint une bourse pour l'Université de Washington, décrocha sa licence en chimie, puis termina son doctorat en 1923, étudiant la chimie physique sous la direction du professeur renommé Francis C. Frary. B.F. Goodrich embaucha Simon immédiatement, l'affectant à leur laboratoire de recherche à Akron, dans l'Ohio. Ses premiers projets consistaient à améliorer les adhésifs pour caoutchouc et à développer de nouveaux matériaux de revêtement. Le travail était conventionnel, prévisible et ennuyeux. Simon voulait créer quelque chose d'entièrement nouveau. En 1925, Goodrich demanda à Simon de trouver une utilité au chlorure de polyvinyle, abrégé en PVC. Ce polymère avait été découvert en 1872 par le chimiste allemand Eugen Baumann, qui l'avait accidentellement créé en exposant du chlorure de vinyle à la lumière du soleil. Le matériau obtenu était rigide, cassant et apparemment sans valeur. Pendant 50 ans, le PVC était resté une curiosité chimique. Intéressant en théorie, inutile en pratique. Chaque chimiste qui avait examiné le PVC arrivait à la même conclusion. Le matériau était trop rigide pour des applications pratiques. Sa fragilité le rendait impossible à former en formes utiles. Il ne pouvait être ni moulé, ni extrudé, ni façonné. L'industrie chimique était passée à autre chose, poursuivant des polymères plus prometteurs. Mais Simon regarda le PVC différemment. Si le matériau était trop rigide, peut-être que la chimie pourrait le rendre flexible. La sagesse conventionnelle disait que c'était impossible. La structure moléculaire du PVC verrouillait ses chaînes dans des configurations rigides. Chauffer le PVC ne faisait que le dégrader. Ajouter des solvants soit le dissolvait, soit n'avait aucun effet. Simon essaya quand même. Il commença une série d'expériences que ses collègues tournaient ouvertement en ridicule. Il mélangea le PVC avec divers composés, des plastifiants, des huiles, des résines, et soumit les mélanges à la chaleur et à la pression. Les autres chimistes appelaient ça stupide. « On ne peut pas rendre le PVC flexible », lui disait-il. « Tu perds ton temps avec de la chimie de pacotille. » Pendant 18 mois, Simon échoua à plusieurs reprises. Le PVC mélangé à des huiles minérales restait cassant. Le PVC mélangé à des huiles végétales se dégradait en boue. Le PVC mélangé à divers solvants soit se dissolvait, soit restait rigide. Son superviseur suggéra de passer à des recherches plus prometteuses. Simon demanda 6 mois de plus. Puis, un matin de 1926, Simon essaya quelque chose de différent. Il mélangea du PVC avec du phosphate de tricrésyle, un produit chimique normalement utilisé comme additif pour l'essence, et soumit le mélange à un chauffage prolongé à des températures soigneusement contrôlées. Lorsqu'il ouvrit le réacteur, il trouva quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Un matériau flexible, semblable au caoutchouc, qui pouvait être plié, tordu et étiré sans se casser. Simon avait accidentellement découvert la plastification, le processus consistant à insérer de petites molécules entre les chaînes de polymères pour leur permettre de glisser les unes sur les autres. La structure rigide du PVC restait intacte, mais les molécules de plastifiant agissaient comme des roulements à billes microscopiques, permettant la flexibilité tout en maintenant la résistance. Ses collègues n'étaient pas impressionnés. « Ce n'est pas du vrai caoutchouc », firent-ils remarquer à juste titre. « C'est juste du plastique flexible. Quelle est l'application » Simon n'avait pas de bonne réponse. Le PVC flexible n'était pas tout à fait du caoutchouc. Il ne pouvait pas s'étirer autant, ne pouvait pas récupérer de la déformation aussi complètement. Il semblait exister dans un entre-deux gênant entre le caoutchouc et le plastique,
pas tout à fait adapté à l'une ou l'autre application. Goodrich déposa des brevets sur la découverte de Seamon, mais ne poursuivit pas le développement commercial. L'entreprise était dans le caoutchouc et le PVC flexible n'était pas du caoutchouc. Seamon poursuivit ses recherches, améliorant le processus de plastification, expérimentant différents plastifiants et caractérisant les propriétés du matériau. Mais le PVC flexible restait une curiosité de laboratoire, intéressant mais inutile. En 1940, Seamon avait passé 14 ans à étudier un matériau dont personne ne voulait. Sa carrière avait stagné. Des chimistes plus jeunes le dépassaient dans les promotions. Son superviseur suggéra une transition vers la gestion. Seamon continua d'expérimenter avec le PVC. Puis le Japon captura Singapour le 15 février 1942. La crise du caoutchouc passa de théorique à immédiate. L'Amérique avait besoin de caoutchouc synthétique, besoin en quantité mesurée en centaines de milliers de tonnes, besoin dans quelques mois. La Rubber Reserve Company convoqua des réunions d'urgence avec toutes les entreprises chimiques capables de production à grande échelle. Standard Oil présenta leur procédé Buna S, dérivé de la technologie allemande. DuPont proposa le néoprène, un synthétique qu'ils avaient développé dans les années 1930. Goodrich envoya le Dr Waldo Seamon, dont la présentation sur le PVC flexible fut accueillie avec scepticisme. « Votre matériau n'est pas du caoutchouc », firent remarquer les officiers de l'approvisionnement. « Il n'a pas l'élasticité du caoutchouc. Il ne peut pas remplacer le caoutchouc naturel dans les pneus ou la plupart des applications. » Seamon était d'accord. Le PVC flexible n'est pas un substitut du caoutchouc pour la plupart des applications, mais il peut remplacer le caoutchouc dans de nombreuses applications où la flexibilité importe plus que l'élasticité. Isolation électrique, tuyaux, joints, bottes, ponchos et des centaines d'autres articles militaires qui consomment actuellement du caoutchouc naturel rare. Les officiers de l'approvisionnement étudièrent les échantillons de Seamon. Tubes flexibles, feuilles et objets moulés qui ressemblaient à du caoutchouc, avaient la texture du caoutchouc, mais n'étaient pas du caoutchouc. « Pouvez-vous produire cela à l'échelle industrielle ?» demandèrent-ils. « Nous n'avons jamais essayé, » admit Seamon. « Nous avons des procédés de laboratoire qui fonctionnent magnifiquement à petite échelle. Passer à la production industrielle nécessiterait de résoudre de nombreux défis d'ingénierie. » Combien de temps cela prendrait-il ? Seamon fit un calcul mental. Un développement conventionnel nécessiterait au moins 3 ans. Usine pilote, optimisation des procédés, conception technique, construction, test, mais ce ne sont pas des circonstances conventionnelles. Pourriez-vous le faire plus vite ? Donnez-moi l'autorité, le financement et la liberté par rapport à la supervision normale, et nous le saurons. Le contrat arriva chez Goodrich le 20 mars 1942. Seamon reçut un financement illimité, la priorité nationale la plus élevée pour les matériaux et l'équipement, et l'autorité de réquisitionner toutes les ressources nécessaires. Sa mission, créer une production à l'échelle industrielle de PVC flexible en 6 mois. L'alternative, c'était des millions de soldats sans bottes, des avions sans tuyaux et des véhicules sans joints. Seamon assembla une équipe d'ingénieurs chimistes et commença le programme de développement le plus intense de l'histoire des plastiques. Les défis étaient immenses. Les procédés de laboratoire qui fonctionnaient parfaitement pour des lots d'1 demi-kilo échouaient de manière catastrophique pour des lots de 500 kilos. Le contrôle de la température devenait cauchemardesque. Le PVC se dégradait s'il était trop chauffé, restait rigide s'il était trop peu chauffé. Mélanger des lots d'une demi-tonne nécessitait un équipement qui n'existait pas. Seamon résolvait les problèmes par une expérimentation incessante. Lorsque les mélangeurs commerciaux ne pouvaient pas supporter la viscosité du PVC, il conçut un équipement de mélange sur mesure fabriqué dans les ateliers de Goodrich en quelques semaines. Lorsque le contrôle de la température s'avéra impossible dans de grands récipients, il développa un traitement continu où le matériau s'écoulait à travers des zones à température contrôlée. Lorsque la distribution des plastifiants créait des produits incohérents, il inventa de nouvelles méthodes de mélange utilisant des forces de cisaillement.
En septembre 1942, Goodrich avait des usines pilotes opérationnelles produisant du PVC flexible à des taux dépassant 1 tonne par jour. Les inspecteurs militaires testèrent le matériau de manière exhaustive: tolérance à la température, résistance chimique, flexibilité, durabilité. Le PVC flexible réussit tous les tests pour les applications ne nécessitant pas une véritable élasticité de caoutchouc. Le War Production Board ordonna une production immédiate à grande échelle. En décembre 1942, 3 usines Goodrich produisaient du PVC flexible 24 heures sur 24. En mars 1943, la production dépassait 10 000 tonnes par mois. En juin, 20 000 tonnes. Le matériau affluait dans les chaînes d'approvisionnement militaires. Isolation électrique pour avions, durite de carburant pour véhicules, poncho pour soldats, joints pour équipement et semelles pour l'infanterie. Mais le PVC flexible n'était qu'une pièce de la solution du caoutchouc synthétique. Le véritable remplacement du caoutchouc nécessitait le Buna S, et ce programme faisait face à des défis encore plus redoutables. La synthèse du Buna S nécessitait du butadiène dérivé du pétrole et du styrène provenant de l'éthylbenzène. En 1941, l'Amérique ne produisait pratiquement aucun de ces produits chimiques aux échelles requises. Le programme caoutchouc devint la plus grande mobilisation industrielle de l'histoire. Le gouvernement finança la construction de 51 usines de caoutchouc synthétique, 15 usines de butadiène et 29 usines de styrène. L'investissement total dépassa 700 millions de dollars, l'équivalent de plus de 12 milliards aujourd'hui. Les délais de construction qui normalement nécessitaient 3 ans furent compressés à 8 mois. Des usines conçues le lundi étaient en construction le vendredi et produisaient du caoutchouc au printemps suivant. Le procédé Buna S de Standard Oil devint l'épine dorsale de la production américaine de caoutchouc synthétique. La chimie était simple: du butadiène et du styrène mélangés dans un rapport de 3:1, polymérisés à l'aide d'initiateurs radicalaires à des températures contrôlées. Mais passer à la production industrielle nécessitait de résoudre des milliers de défis d'ingénierie. La production de butadiène nécessitait le craquage du pétrole à des températures précisément contrôlées. Trop froid, le rendement chutait. Trop chaud, le butadiène se dégradait. Les catalyseurs nécessitaient des métaux exotiques, chrome, oxyde d'aluminium, disponibles seulement en quantité limitée. La purification exigeait des tours de distillation fractionnés fonctionnant à des températures extrêmement précises. La production de styrène commençait avec l'éthylbenzène créé en faisant réagir de l'éthylène avec du benzène. L'éthylbenzène était ensuite déshydrogéné, des atomes d'hydrogène étaient retirés, créant le styrène. Ce procédé nécessitait des températures dépassant 500 degrés Celsius, des catalyseurs spécialisés et des matières premières extrêmement pures. La polymérisation elle-même exigeait un contrôle obsessionnel. Des variations de température de 2 degrés Celsius ruinaient des lots entiers. La contamination par l'oxygène arrêtait la polymérisation. Un excès d'initiateur créait du caoutchouc dégradé. Un initiateur insuffisant laissait des monomères n'ayant pas réagi. Les ingénieurs chimistes américains résolurent chaque problème par une expérimentation de force brute. Lorsque les approvisionnements en catalyseurs s'épuisaient, ils développaient des catalyseurs alternatifs. Lorsque le contrôle de la température échouait, ils concevaient de meilleurs systèmes de contrôle. Lorsque la contamination causait des échecs, ils construisaient des installations plus propres. Lorsqu'ils avaient besoin de 5 fois plus d'ingénieurs chimistes qu'il n'en existait en Amérique, ils formaient des ingénieurs pétroliers, des ingénieurs mécaniciens et même des bacheliers brillants lors de cours accélérés de quelques semaines. Fin 1943, la production américaine de caoutchouc synthétique dépassait 100 000 tonnes par mois. Au printemps 1944, la production surpassait la consommation de caoutchouc naturel d'avant-guerre. L'impossible était devenu routinier. Le programme caoutchouc réussit grâce à la capacité industrielle américaine, fonctionnant à des niveaux qui semblaient miraculeux. Des usines apparaissaient en quelques mois là où il n'y avait rien. Des usines chimiques produisant des matériaux exotiques à des échelles jamais tentées commencèrent leurs opérations moins d'1 an après le début des travaux. Des travailleurs formés apparaissaient grâce à des programmes de formation d'urgence qui compressaient des années d'éducation en semaines d'instruction intensive.
Le PVC flexible du Dr Waldo Simon devint un élément essentiel de ce succès. Alors que le vrai caoutchouc synthétique remplaçait le caoutchouc naturel dans les pneus et les applications élastiques, le PVC flexible remplaçait le caoutchouc dans des milliers d'articles militaires où la flexibilité importait plus que l'élasticité. Isolation électrique, tuyaux, joints, ponchos, tentes, bottes, gants, équipement médical, isolation des fils de communication, la liste s'étendait sur des centaines de catégories. À la fin de la guerre, la production américaine de PVC flexible dépassait 200 000 tonnes par an. Le matériau que les collègues de Simon avaient moqué comme des déchets sans valeur était devenu un composant essentiel des chaînes d'approvisionnement militaires. L'astuce stupide de mélanger et chauffer du PVC avait créé une toute nouvelle classe de matériaux qui continue de dominer la vie moderne. Les sols en vinyle, les tuyaux en plastique, les fils isolés et d'innombrables produits de consommation trouvent leur origine dans le refus de Simon d'accepter que les polymères rigides devaient rester rigides. Le programme de caoutchouc synthétique dans son ensemble produisit plus de 820 000 tonnes en 1945, plus que la consommation totale d'avant-guerre de l'Amérique. Le programme employait plus de 70 000 ouvriers, consommait d'énormes quantités de pétrole et de produits chimiques et représentait une mobilisation industrielle si vaste qu'elle semblait impossible jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Après la guerre, Simon reçut les plus hautes distinctions de l'American Chemical Society pour son travail de plastification du P5C, mais de manière caractéristique, il resta concentré sur la recherche plutôt que sur la reconnaissance. Il détenait plus de 115 brevets dans divers domaines: chimie du caoutchouc, plastique, adhésif et revêtement. Il continua de travailler chez Goodrich jusqu'à sa retraite en 1963, expérimentant toujours avec de nouveaux matériaux, poursuivant toujours des idées que d'autres rejetaient. Dans une interview de 1970, Simon réfléchit à sa carrière. « Les gens me demandent pourquoi j'ai continué à travailler sur le PVC alors que tout le monde disait qu'il était sans valeur. La réponse est simple. Je croyais que le matériau avait un potentiel que les autres ne pouvaient pas voir. Parfois, en science, les découvertes les plus importantes viennent du refus d'accepter la sagesse conventionnelle. Mes collègues pensaient que j'étais stupide de chauffer et mélanger du plastique de pacotille. Peut-être que j'étais stupide, mais la persistance stupide a créé quelque chose d'utile. » L'intervieweur insista. « Réalisiez-vous que le PVC deviendrait si important ?» Simon sourit. « En 1926, je pensais avoir créé une curiosité de laboratoire intéressante. En 1942, j'ai réalisé que cela pourrait sauver des vies. En 1945, il était devenu clair que le PVC flexible transformerait la fabrication moderne. Mais même alors, je n'aurais pas pu prédire à quel point les matériaux vinyliques domineraient la vie moderne. Parfois, vous créez quelque chose dont toutes les implications n'émergent que des décennies plus tard. Aujourd'hui, la production mondiale de PVC dépasse 40 millions de tonnes par an. Le matériau existe dans les tuyaux, les équipements médicaux, les matériaux de construction, les pièces automobiles et des milliers de produits de consommation. Chaque disque vinyle, chaque carte de crédit en plastique, chaque fil électrique isolé retrace sa lignée jusqu'à l'astuce stupide de Simon. Mélanger des plastifiants avec un polymère rigide sans valeur et appliquer de la chaleur. Le programme de caoutchouc synthétique témoigne de la capacité industrielle américaine mobilisée en temps de crise. En 3 ans, l'Amérique a créé à partir de rien une industrie chimique plus grande que sa consommation d'avant-guerre, développé de nouveaux matériaux et procédés, formé des dizaines de milliers de travailleurs, construit des douzaines d'immenses installations et produit du caoutchouc à des échelles qui ont fourni non seulement les besoins américains, mais aussi les exigences alliées. Le programme a coûté 700 millions de dollars, mais a sauvé l'effort de guerre. Sans caoutchouc synthétique, la victoire alliée aurait été impossible. Les chars seraient restés immobiles faute de chenilles. Les avions auraient été cloués au sol faute de pneus. Les navires auraient été paralysés faute de joints. Les soldats auraient marché avec des bottes inadéquates. Toute la machine militaire alliée dépendait du caoutchouc. Et le caoutchouc synthétique l'a maintenu en mouvement.
Le docteur Waldo Simon mourut en 1999 à l'âge de 100 ans, ayant vu sa curiosité de laboratoire se transformer en un composant essentiel de la civilisation moderne. Ses nécrologies notaient ses réalisations techniques, ses brevets, ses honneurs. Mais son héritage le plus important était peut-être de démontrer que la persistance compte, que les idées rejetées contiennent parfois une valeur cachée et que les astuces stupides changent parfois le monde. En fin de compte, des millions de soldats américains ont gagné leur bataille parce qu'un chimiste a refusé d'abandonner une idée dont tout le monde se moquait. Ils ont avancé à travers l'Europe avec des bottes à semelles synthétiques, sont montés dans des véhicules avec des joints et des tuyaux synthétiques, ont utilisé des équipements isolés avec du vinyle flexible et ont été approvisionnés par un système logistique qui fonctionnait au caoutchouc synthétique. Ils ont gagné parce que Waldo Simon avait été trop têtu pour accepter que le plastique rigide devait rester rigide, trop persistant pour abandonner des matériaux sans valeur et trop concentré sur le potentiel pour se soucier des moqueries. L'astuce stupide de chauffer et mélanger du plastique de pacotille avait sauvé l'effort de guerre allié. Parfois, les innovations les plus importantes viennent de personnes qui ne savent pas que leurs idées sont supposées être impossibles. Parfois, la persistance compte plus que le génie. Et parfois, le matériau que tout le monde rejette comme sans valeur devient le fondement de la victoire.